On a vu la semaine dernière les sociétés de personnes et on a dit qu'on va traiter cette session la société en nom collectif et la société en commandite simple. Et je laisserai la société en participation à plus tard si on a le temps de la voir, Inch'Allah. Aujourd'hui, on continue toujours dans la première catégorie, bien la première forme juridique qui est la société en nom collectif. On a vu la semaine dernière quels sont ces caractères généraux dans lesquels on a essayé de voir le capital et la responsabilité des associés. Aussi, on a vu tout ce qui concerne la capacité des associés. On a traité aussi les limites de cette capacité, c'est-à-dire quelles sont les catégories de personnes qui ne peuvent pas être associées dans une société en nom collectif. On a vu, en deuxième section, la gestion des sociétés en nom collectif, dans laquelle on a vu les conditions de la gérance. Aussi, on a vu la cessation des fonctions du gérant, c'est-à-dire comment les fonctions du gérant prennent fin. Je vous ai dit, entre autres, ils peuvent prendre fin par plusieurs moyens, qu'ils soient par démission, par une incapacité, ou bien par déchéance, ou révocation par les associés. Aussi, on a vu on a vu en troisième étape les pouvoirs du gérant. Et quand on a parlé des pouvoirs, on a vu les pouvoirs du gérant face à ses associés et aussi les pouvoirs des gérants face aux tiers. Troisième sous-section, on a traité les règles qui concernent les associés. Et j'ai commencé par le pouvoir des assemblées. Quand on a parlé des pouvoirs des assemblées, on a dit que les assemblées peuvent se tenir seulement par correspondance, à l'exception de l'Assemblée générale ordinaire annuelle d'approbation des comptes ou lorsqu'une réunion est demandée expressément par un associé. Aussi, on a dit que certaines décisions sont obligatoirement prises à l'unanimité, surtout en ce qui concerne la révocation du gérant associé statutaire. Aussi, je vous ai donné l'exemple de la continuation de la société, aussi la cessation des parts, etc. Ça, en ce qui concerne le pouvoir des associés. On s'est arrêté ici. Aujourd'hui, on va travailler sur la cession des parts dans la société en nom collectif. Alors, l'associé qui veut vendre ses parts sociales doit obtenir l'autorisation de tous les autres associés. En effet, dans les sociétés de personnes où les associés sont peu nombreux, ces derniers doivent se protéger contre l'intrusion de personnes indésirables, dans la mesure où, comme vous le savez très bien, l'intuité personnelle est très forte. Alors, cette cession des parts, comment ça se fait? Alors, lorsque l'agrément est refusé, l'associé doit rester dans la société ou provoquer sa dissolution par une décision de justice pour juste motif. Pour la cession des parts de la société en nom collectif, il faut déposer une copie de l'acte de cession au siège social contre la remise à l'associé cédant d'un certificat de dépôt par le gérant. Puis, pour être opposable au tiers, la cession doit être inscrite au registre de commerce. Ça, en ce qui concerne la cession des parts dans la société en nom collectif. Troisièmement, on va se voir la responsabilité des associés. La responsabilité des associés en cas de non-paiement de dette par la société et 8 jours après la mise en demeure de celle-ci par acte extrajudiciaire,
Les créanciers peuvent poursuivre les associés en paiement de l'intégralité des passifs. Responsabilité, comme vous le savez très bien, étant solidaire et indéfinie, les associés peuvent être tenus de payer l'ensemble des dettes sur leurs biens personnels. Et un associé risque, s'il est solvable, de payer les dettes des autres associés insolvables, c'est-à-dire toute la dette sociale. Rappelez-vous du principe de la solidarité que je vous ai expliqué. Alors, il faut toutefois, par la suite, il aura la possibilité de se retourner contre eux pour récupérer les sommes payées indûment. Ça, ce qu'on peut dire sur la responsabilité des associés dans le cadre de la société en nom collectif. À la fin, la dernière sous-section, c'est la fin de la société en nom collectif. C'est très bien à côté des causes communes qu'on a déjà vues. Il existe certaines causes qui sont particulières aux sociétés en nom collectif. Je dirais tout d'abord, en cas de problème grave affectant la personne des associés, comme décès, incapacité, faillite personnelle, etc., ou lors de la révocation d'un gérant associé statutaire. J'espère que vous vous rappelez de ça. La révocation d'un gérant associé statutaire. On a dit que la société doit être plutôt dissoute, à moins que les associés ou le statut n'en décident autrement. Et toujours dans le cadre de la fin de la société en collectif, en cas de décès, les associés peuvent accepter de continuer avec tout au parti des héritiers. Si ces derniers sont mineurs, la société doit se transformer en société en commandite simple, dans laquelle ils deviendront des commanditaires. Ça, ce qu'on peut dire sur la société en nom collectif. Alors, je reviens en bilan pour voir ce qu'on a vu en détail, un peu résumé de cette catégorie de société de personnes, la plus intéressante plutôt. On parle de la société en nom collectif. On en a parlé au début de tout ce qui est caractères généraux, dans lequel j'ai essayé de vous parler du capital et de la responsabilité. Je récapitule vite fait. On a dit que le capital, dans cette forme juridique de société, ne nécessite pas de capital minimum. Les apports peuvent être faits en numéraire, en nature ou en industrie. Ils donnent droit à l'attribution de parts sociales d'égale valeur choisies par les associés. La responsabilité des associés constitue une contrepartie, la faiblesse de ce capital. En fait, ces derniers sont responsables indéfiniment et solidairement des dettes sociales, ou bien des dettes de la société. La capacité des associés, on a essayé de voir, d'ailleurs d'après l'article 3 de la loi 596, considère que tous les associés de la société en nom collectif ont la qualité de commerçants. C'est-à-dire que la capacité commerciale est requise des associés. On a parlé aussi des limites de cette capacité. On a dit que certaines catégories de personnes ne peuvent être associées dans la société en nom collectif. Qui sont ces personnes? Je vous ai parlé au début des mineurs, sauf s'ils sont émancipés et autorisés à faire le commerce. Puis, on en a parlé des majeurs interdits. Je vous ai parlé après des personnes dont la profession n'est pas compatible avec la qualité de commerçant. Je vous ai donné l'exemple d'avocats, fonctionnaires, etc. Et à la fin, je vous ai dit qu'il y a des personnes dont l'activité commerciale se trouve interdite à raison d'une incapacité ou d'une déchéance. Ça, ce qui concerne les caractères généraux. Puis, deuxième sous-section, je vous ai parlé des conditions de la gérance. Et on a dit que la CNC est assurée par un ou plusieurs gérants nommés dans le statut, qu'on les appelle des gérants statutaires, ou par un acte ultérieur.
C'est un gérant non statutaire. Alors, sans stipulation aussi, dans les statuts, tous les associés sont gérants. Et je vous ai dit aussi que si le gérant est associé, sa nomination, elle requiert l'unanimité. Dans le cas contraire, les statuts fixent librement les conditions de sa nomination. On en a parlé des conditions de la gérance. Je vous ai dit que le gérant doit être une personne physique ou une personne morale. Dans ce dernier cas, la personne morale doit désigner son représentant qui sera responsable de la même manière que les personnes physiques. Le gérant doit avoir la capacité de faire le commerce, qu'il soit associé ou non. Ce qui ne veut pas dire, dans ce dernier cas, qu'il est commerçant, puisqu'il n'est que mandataire. Alors, il est lié à la société par un contrat de mandat. Il lui est possible aussi de cumuler plusieurs mandats de gérant dans plusieurs sociétés. Mais il lui est interdit d'exercer une activité similaire à celle de la société. Sauf s'il est autorisé par les associés, bien sûr. Concernant sa rémunération, il doit être fixé par les statuts ou par décision ultérieure des associés. Ça, en ce qui concerne les conditions de la gérance. Concernant la cessation des fonctions, comme je viens de le dire tout à l'heure, les fonctions du gérant prennent fin par démission, il peut démissionner, ou bien il peut être frappé par une incapacité, une déchéance, ou il peut être révoqué par les associés. Et quand on a dit révoqué par les associés, on a dit qu'il faut distinguer cette révocation. Est-ce qu'on révoque le gérant associé statutaire? Alors, sa révocation doit être décidée à l'unanimité des autres associés, ce qui entraîne automatiquement la dissolution de la société, à moins que sa continuation ne soit prévue par les statuts ou que les autres associés ne le décident à l'unanimité. Alors, toujours dans le cadre de la révocation du gérant associé, on en a distingué aussi la révocation du gérant associé, mais cette fois-ci non statutaire. La même chose, on a dit que ça nécessite également l'unanimité des associés, à défaut des dispositions contraires des statuts, mais cette fois-ci, ça n'entraîne pas la fin de la société. On a passé voir la révocation du gérant cette fois-ci non associé. Et on a fait la distinction, on a dit si le gérant n'est pas associé, c'est-à-dire que s'il s'agit d'une personne extérieure de la société, pour sa révocation, la majorité suffit, à défaut des conditions prévues par les statuts toujours. Aussi, il faut savoir qu'il y a aucun texte ne prévoit expressément la démission du gérant d'une société non collective. Néanmoins, une telle possibilité existe, que la gérance soit ou non statutaire. Ça, en ce qui concerne la révocation des gérants. On a vu après les pouvoirs de ce dernier. Et les pouvoirs, on a essayé de distinguer les pouvoirs des gérants face à ses associés. C'est-à-dire, on a dit, dans les rapports avec les associés, le gérant peut accomplir tous les actes de gestion dans l'intérêt de la société. Toutefois, les statuts prévoient souvent une limitation de ses pouvoirs en soumettant certains actes à l'autorisation préalable des associés, comme l'exemple par exemple, s'il s'agit de vente d'immeubles ou quelques dépenses qui sont excessives, aussi s'il va mettre la société comme sûreté, c'est-à-dire la constitution de sûreté pour postuler pour un crédit, etc. Alors, dans ce cas-là, il doit y avoir l'approbation des associés. Après, on a passé voir les pouvoirs du gérant face aux tiers. Et dans ses rapports avec les tiers, on a dit que le gérant, il engage la société par les actes qui entrent dans le cadre de l'objet social. Par conséquent, la société n'est pas tenue par les actes du gérant qui dépassent l'objet social. Les clauses statutaires limitant les pouvoirs du gérant sont inopposables aux tiers. Ou sous-section 3 qui concerne les règles des associés, tout ce qui concerne le pouvoir des assemblées, la cession des parts et la responsabilité des associés, on y vient d'en parler. J'en passe vite fait, on a dit les assemblées peuvent se tenir seulement par correspondance, à l'exception
de l'Assemblée générale ordinaire annuelle pour approbation des comptes ou lorsqu'une réunion est demandée expressément par l'un des associés. Aussi, certaines décisions sont obligatoirement prises à l'unanimité, comme la révocation de gérants associés statutaires, la cession des parts, etc. Après, les autres décisions peuvent être prises par une majorité fixée par le statut. Alors après, chaque assemblée doit rédiger ce qu'on appelle un procès-verbal et signé par tous les associés présents. Et en cas de consultation écrite, elle en est faite mention au PV, signé par le gérant et accompagné de la réponse de chaque associé. On y vient de discuter là tout à l'heure de la cession des parts. On a discuté de la responsabilité des associés. Je vous ai mentionné quels sont les éléments par lesquels on peut mettre fin à la société en nom collectif. Et à côté des causes communes, on a dit qu'il existe certaines causes qui sont particulièrement liées aux sociétés en nom collectif. C'est ce qu'on peut dire sur la SNC en droit marocain. Maintenant, on passe voir la société en commandite simple. Alors, la société en commandite simple est le type de société le plus rare en pratique. Cependant, il reste une issue pour résoudre un problème pratique qu'on rencontre souvent à l'occasion du décès d'un associé d'une société en nom collectif qui laisse des héritiers mineurs, qui ne peuvent être des associés en nom, étant donné que ceux-ci sont qualifiés commerçants. Alors on verra dans ce type de société, on va attaquer tout ce qui concerne les caractères généraux, dans lequel on verra au premier abord les associés. La société en commandite simple ou comme on l'appelle autrement, société par intérêt. C'est une société de personnes qui se caractérise par la coexistence de deux catégories d'associés. Tout d'abord, des commandités qui ont le statut d'associés en nom collectif et des commanditaires qui ne répondent des dettes sociales qu'à concurrence du montant de leur apport et qui n'ont pas à ce titre la qualité du commerçant. Alors, toujours dans le cadre des associés, les associés, pour être valablement constitués, doivent comprendre au moins deux associés, comme je viens de dire, un commandité et un commanditaire. Pour être commanditaire, il suffit donc d'avoir la capacité civile et, comme je viens de dire, les commandités ont le statut d'associé en nom collectif. C'est-à-dire qu'il doit y avoir la qualité de commerçant. Concernant les apports et le capital. Alors, les apports et le capital, les commandités ont la possibilité de réaliser toutes sortes d'apports, y compris même l'apport en industrie. Je parle des commandités. Par contre, il est interdit aux commanditaires de faire des apports en industrie. Je répète. En ce qui concerne les apports, les commandités ont la possibilité de réaliser toutes sortes d'apports, même l'apport en industrie. Par contre, il est interdit aux commanditaires de faire des apports en industrie. La société en commandite simple ne nécessite pas non plus de capital minimum, puisque les commandités sont responsables solidairement et indéfiniment, ce qui constitue une garantie suffisante pour les créanciers sociaux. Je répète, la société en commandite simple ne nécessite pas non plus de capital minimum, puisque les commandités sont responsables. Je répète, les commandités sont responsables solidairement et indéfiniment, ce qui constitue une garantie suffisante pour les créanciers sociaux. Concernant au deuxième sous-section, on verra
La gestion de la société en commandite simple, en ce qui concerne la gestion, ce sont les mêmes règles de la société en nom collectif qui s'appliquent à la société en commandite simple, y compris la question relative au dépassement de l'objet social et des limites statutaires. Mesure où les commandités sont les seuls à être responsables indéfiniment et solidairement des dettes sociales, seuls leurs noms peuvent figurer dans la dénomination sociale. Ils ont les seuls à pouvoir s'occuper de la gestion de la société. Quant aux commanditaires, ils ne peuvent jamais être chargés de la gestion, puisqu'au terme de l'article 25, l'associé commanditaire ne peut faire aucun acte de gestion. La société engageant plutôt la société vis-à-vis des tiers, même en vertu d'une procuration. Concernant la sanction, le commanditaire risque de répondre solidairement et indéfiniment avec les commandités des dettes sociales qui résultent des actes prohibés, ou même de l'ensemble des dettes si ces actes sont nombreux et importants. C'est-à-dire si ce commanditaire, il fait entrer la société dans des actes dont il n'a pas le droit de faire. Alors à ce moment-là, il répond, comme je viens de dire, solidairement et indéfiniment avec les commandités des dettes sociales qui résultent des actes prohibés. Concernant les règles des associés. Alors, les règles concernant les associés, on verra au premier abord le pouvoir des associés. Le pouvoir des associés, la réunion d'une assemblée de tous les associés est obligatoire dès lors qu'elle est requise soit par un commandité, soit par le quart en nombre et en capital des commanditaires, c'est-à-dire une double majorité. Je répète, la réunion d'une assemblée de tous les associés est obligatoire dès lors qu'elle est requise soit par un commandité, soit par le quart en nombre et en capital du commanditaire cette fois-ci, c'est-à-dire on demande la double majorité. Les décisions ordinaires, c'est-à-dire résultant d'une assemblée générale ordinaire, sont prises à la majorité fixée par le statut. Les décisions extraordinaires, c'est-à-dire qui sont prises en assemblée générale extraordinaire, donnant lieu à modification de statut, ne peuvent être adoptées qu'avec, tout d'abord, le consentement de tous les commandités et la majorité en nombre et en capital des commanditaires. Les clauses édictant des conditions plus strictes de majorité sont réputées non écrites. Je répète, les clauses qui édictent des conditions plus strictes de majorité sont réputées non écrites. Deuxième paragraphe relatif à la cession des parts dans la société en commandite simple. La règle posée par l'article 27 veut que les parts sociales ne soient cédées qu'avec le consentement de tous les associés. On sait très bien que l'intuition personnelle l'oblige. Toutefois, les statuts peuvent prévoir, en ce qui concerne la cession des parts des commanditaires, la libre cession entre les associés commanditaires ou commandités au niveau interne. C'est-à-dire, il y a une libre cession entre les associés, les commanditaires et les commandités. Mais pour la cession à des tiers étrangers à la société, cette fois-ci, le consentement de tous les commandités et la majorité en nombre et en capital des commanditaires est demandée. Ça, en ce qui concerne la cession des parts des commanditaires. En ce qui concerne la cession des parts des commandités,
il ressort du dernier alinéa de l'article 27 deux limites. La première, c'est que les statuts ne peuvent prévoir la cession que d'une partie des parts sociales du commandité. C'est écrit bien, sinon il y aura un commandité au moins dans la société. Deuxième limite, c'est-à-dire autrement dit, d'autre part, cette cession ne peut être prévue qu'à profit d'un commanditaire ou d'un tiers étranger à la société, auquel cas le consentement de tous les commandités et la majorité en nombre et en capital des commanditaires est nécessaire cette fois-ci. Et on doit donc déduire de cet alinéa que la cession de la totalité des parts d'un commandité à un commanditaire ou à un tiers nécessite le consentement de tous les associés. Il en est de même pour leur cession à un autre commandité, que ce soit d'une partie ou de la totalité des parts, puisque le dernier alinéa de l'article 27 ne permet pas de prévoir de dérogation dans cette hypothèse. La fin, comment prennent fin la société en commandite simple et prennent fin lorsqu'il survient l'une des causes communes à toutes les sociétés. Mais il existe des événements qui sont propres aux commanditaires, notamment le décès. N'empêche pas la société de continuer. Dans ce dernier cas, les statuts peuvent prévoir que les héritiers du défunt doivent être acceptés par les associés. Il existe des causes particulières à la commandité dues surtout aux problèmes affectant la personne du commandité. Il y en a deux hypothèses qui doivent être considérées, le décès ou des événements d'autre sorte. Alors le décès de l'un d'eux, il met fin en principe à la société. On parle du commandité. Le décès de l'un d'eux, il met fin en principe à la société. À moins que les statuts ne prévoient la continuation avec ses héritiers. Dans le cas où ces derniers sont mineurs non émancipés, on peut se trouver devant deux hypothèses. Alors, s'il existe d'autres commandités, il devient commanditaire. Si le défunt était le seul commandité, à ce moment-là, il doit être procédé à son remplacement par un nouvel associé commandité. Rappelez-vous que ce dernier doit avoir la qualité de commerçant, s'il vous plaît. Ou, si ce n'est pas le cas, cette fois-ci, on doit prévoir la transformation de la société, soit en société responsabilité limitée, ou en société anonyme, dans le délai d'un an à compter de décès. À défaut, la société est dissoute de plein droit à l'expiration de ce délai. Autre chose aussi, en cas de redressement ou liquidation judiciaire d'un des commandités, d'incompatibilité, de déchéance ou d'incapacité frappant l'un d'eux. La société est dissoute, à moins que s'il existe un ou plusieurs autres commandités. À ce moment-là, la continuation de la société ne soit prévue par les statuts ou que les associés ne la décident à l'unanimité des commandités et la majorité en nombre et en capital des commandités. Dans ce cas, l'associé sortant est indemnisé de la valeur de ses droits sociaux, laquelle valeur est déterminée par un expert désigné par ordonnance du président du tribunal statuant au référé. Ça, ce qu'on peut dire sur la société en commandite simple.